Bonjour à tous, vous m'avez demandé de venir aujourd'hui pour faire un point avec vous sur les négociations commerciales telles qu'on les vit chaque année et qu'on les a vécues cette année encore, dans un contexte un peu particulier. D'abord pour moi, et avec mon associé Elvire, c'est lors de la création qu'on a décidé de créer un cabinet de niche sur le droit économique, sur Lyon et sur Paris, avec une formidable équipe qui nous accompagne. Et donc c'est un premier moment un peu particulier pour nous, en distribution, en concurrence. C'est ça notre activité. Il y a un deuxième moment particulier parce que c'est non seulement à la fin des négociations commerciales il y a quelques semaines, c'est aussi le moment de tirer les premiers enseignements de l'expérience d'Ecrozaille et de sa loi. On avait eu l'occasion d'en parler ensemble lors d'un colloque que vous aviez organisé, Plodder. Et là, aujourd'hui, vous nous questionnez notamment dans la perspective d'un prochain colloque qui interviendra le 25 avril prochain au Meurice, toujours avec Frédéric Descozailles, avec Nicolas Gentil notamment. Et donc, c'est avec plaisir que j'y participerai et que je réponds un peu à votre interrogation aujourd'hui. C'est un moment particulier aussi parce que c'est aujourd'hui le lancement de la mission gouvernementale qui est animé par deux co-rapporteurs, Alexis Isard et Anne-Laure Babot, qui travaillent dès maintenant, en ce moment, en pleine concertation avec toutes les organisations professionnelles pour comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, faire un point profond sur l'ensemble des règles qui animent les négociations commerciales sur l'ensemble de la filière de distribution, notamment alimentaire. Alors, vous m'avez interrogé sur mon sentiment sur le sujet. Enfin, au-delà d'un sentiment, c'est quelques observations assez objectives dans la perspective de ce projet de réforme. Moi, je pense qu'une réforme, ça doit d'abord répondre à un objectif politique. En 1996, l'objectif politique, c'est la protection du petit commerce. C'était la loi Galland. Après, on a vu les effets pervers de la loi Galland et l'objectif politique de la présidence Sarkozy, c'était en 2007-2008, à travers la LME, de rendre du pouvoir d'achat aux Français. C'était un deuxième objectif politique différent. Et avec Egalim, on a essayé de répartir la valeur sur l'ensemble de la filière agroalimentaire. C'était aussi un objectif politique. Et donc, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, avant d'envisager une réforme, c'est quel est l'objectif politique de cette prochaine réforme. Et moi, je vois deux objectifs. Le premier objectif, c'est probablement de gérer ce qui ne se passait pas pendant les 30 dernières années, c'est-à-dire la volatilité des cours et des coûts. Et la deuxième idée, c'est probablement celle de la simplification. Alors face à ces idées-là, vous avez probablement un constat d'insatisfaction de la part de certains industriels, de certains distributeurs, sur la technicité des règles applicables à ces négociations commerciales. Et la technicité qui va très, très loin. Que ce soit sur l'amont, c'est-à-dire les relations entre les producteurs agricoles et les transformateurs, que ce soit aussi en aval, avec les relations entre les industriels et la distribution. Vous avez une intrusion du juridique, avec une complexité, l'intervention de tiers de confiance, des commissaires aux comptes. Vous avez beaucoup d'éléments qui sont particulièrement difficiles à écrire et à voter côté Parlement, parce que vous avez notamment à l'amont des différences très majeures de pratiques et de problématiques de filière en filière. Et puis vous avez une difficulté pour mettre en œuvre, de mettre en œuvre des textes qui sont complexes et qui font intervenir beaucoup de lourdeur administrative. Et on peut se poser la question s'il n'est pas le moment de revenir un peu plus de simplification. Et au-delà des mots de simplification, je pense qu'il faut se poser la question sur ce qu'est ou ce que devrait être le droit des pratiques restrictives de concurrence. En fait, les règles du droit des pratiques restrictives de concurrence, elles sont d'abord là pour sanctionner les pratiques abusives. C'est-à-dire que le principe, c'est la liberté, et l'exception, c'est la sanction. Parce qu'il y a l'abus de celui qui détient le pouvoir. Et c'est ça, les pratiques restrictives. Et on a abouti, par l'accumulation des textes, à non plus un droit qui sanctionne les pratiques abusives, mais un droit de régulation.
C'est-à-dire qu'on a voulu régler le problème du pouvoir d'achat. On a voulu régler le problème du revenu agricole. Demain, on va vouloir régler le problème de la préservation du tissu industriel en France par des lois qui concernent les négociations commerciales. Et moi, je pense qu'il faut questionner ce constat-là. Et je ne suis pas sûr que l'empilement et l'approfondissement des règles qui viennent interférer, compliquer, jalonner les négociations commerciales, ça soit tout à fait sain, et probablement que le sujet du revenu agricole, qui est tout à fait légitime, il doit se régler ailleurs. Et peut-être que le système qu'on doit mettre en place doit permettre l'augmentation du revenu agricole, mais ce n'est pas forcément dans le cadre des règles posées pour les négociations commerciales qu'on doit avoir à trouver une solution. Donc voilà, c'est la première observation. Je pense qu'il faut recentrer ce corps de règles vers moins de régulation et en revanche aboutir à des vraies sanctions sur les comportements abusifs. Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un sujet. Il y a un sujet parce qu'il y a peu de moyens contre l'administration et on voit bien qu'il y a très peu de sanctions dissuasives, notamment de la part des institutions judiciaires, et que les sanctions les plus prégnantes, elles viennent du juge administratif. Mais le juge administratif, lui, il est compétent que pour la forme. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va atteindre le fond que par la sanction de la forme? Mais ça veut dire que les règles de fond sont inefficaces ou mal sanctionnées. Donc, il y a un vrai sujet, parce que moi, ça me gêne que la forme déborde sur le fond et se substitue au fond. Et puis, ça me gêne que les sanctions soient davantage administratives que civiles, parce que les vrais droits de la défense sont probablement un peu plus, et le contradictoire un peu plus respecté devant le juge judiciaire, et puis même parce que des règles de fond, c'est quand même la base de tout, quoi. Ça, c'est ma première observation. Donc, probablement moins de régulation, un peu plus de liberté, mais une vraie sanction des pratiques abusives. Après, vous avez un comportement de la part des acteurs qui est assez troublant. Vous avez parce qu'il y a à la fois de la satisfaction et de l'insatisfaction par rapport au système. Vous avez tout le monde qui hurle contre côté industriel sur la transparence qu'on impose. Et en même temps, moi j'ai le sentiment que la transparence obligatoire dans l'option 1, 2, 3, même si elles sont revisitées, réabordées autrement, eh bien ça a imposé le thème des matières premières agricoles et de leurs coûts dans les discussions. Et ça, c'est un fait. Et donc je pense que de ce point de vue-là, l'objectif a été atteint par Egalim sur ce sujet. En revanche, on voit bien que les clauses de révision automatique des prix, les clauses de renégociation, les premières, les deuxièmes, les clauses de renégociation, elles aboutissent très peu, sauf volonté des parties. Mais à ce moment-là, il n'y a pas besoin de clause, quand tout le monde est d'accord. Et puis la clause de révision automatique, c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc on a sorti un certain nombre de matières premières agricoles, au point qu'on se demande finalement à quoi ça sert. Et puis, comme les parties sont peu à l'aise sur la gestion du risque, elles augmentent les seuils de déclenchement et puis comme ça, elles n'entrent pas en œuvre. Et c'est tellement vrai qu'il faut une charte Ukraine pour gérer l'inflation et qu'il faut des appels et des communiqués de presse de la part de Bercy pour avoir de la déflation. Donc on voit bien que le système, là, on a essayé de bien faire, enfin le Parlement a essayé de bien faire, le gouvernement aussi. Les organisations syndicales aussi, parce que dans Egalim, tout le monde était partie prenante. Mais probablement qu'il y a un excès de régulation et pas assez d'efficience. Et moi, je me dis que face à ça, probablement qu'il faut un peu libérer le sujet. Et pour rejoindre à la fois la simplification, dont je parlais tout à l'heure, et moins de régulation, moi je pense qu'il y a la liberté avec la vraie sanction. Et face à l'inflation, la volatilité des prix, des cours et des coûts, il y a probablement plusieurs idées à mettre en œuvre. Je pense qu'il faut préserver la transparence initiale sur les matières premières agricoles, parce qu'on doit assumer. Et puis, c'est globalement pas une information totalement décisive, parce que les industriels se cachent derrière cette information en regrettant la transparence qui leur est imposée, alors même que les distributeurs sont parfaitement informés de l'analyse de la valeur dans les marques distributeurs. Donc, je pense que c'est plutôt des postures qu'autre chose. Donc, probablement préserver l'introduction d'un peu de transparence dans les conditions générales de vente.
Le deuxième sujet, c'est probablement aussi de casser un peu le système. Et ce n'est pas très disruptif. C'est juste que depuis 20 ans, les esprits sont formatés et considèrent que l'état actuel des choses est une norme. Et moi, ça m'étonne. Parce que quand le distributeur vend au consommateur, il change de prix tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour, et ça ne pose de soucis à personne. On voudrait que l'agriculteur, le producteur agricole, puisse commercialiser ses produits au prix qu'il entend. Et pourtant, on fixe une fois par an le prix des produits au terme des négociations commerciales, avec ce qu'on appelle le prix convenu depuis 2014. Et ça, moi, je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai point d'interrogation sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas la volatilité des cours et des coûts, matières premières agricoles, MPI ou énergie. Les coûts d'approvisionnement, de transformation, de stockage, de transport étaient non fluctuants quasiment. Et qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et comme je pense qu'il n'est pas bon de promouvoir un principe et de gérer l'ineptie du principe par des exceptions, ben je pense qu'il faut peut-être s'interroger sur le principe. Et c'est la raison pour laquelle moi, je pense que l'un des sujets, il y a probablement plusieurs solutions possibles, hein, mais l'un des sujets, c'est de revisiter la fixité du prix convenu pendant l'année. Moi, je pense qu'il n'est plus possible de fixer définitivement, au terme des négociations commerciales, un 3 net. C'est pas possible. Alors, il y a peut-être beaucoup de solutions à débattre. On a peut-être une qui serait intéressante, c'est de restituer, comme le distributeur, je vous l'ai dit, fait son prix, comme on aimerait que le producteur agricole fasse son prix au day-to-day, à chaque jour, eh bien l'industriel puisse le faire. Et ça, il suffit juste de faire une seule chose, assez simple. Il suffit de recentrer la négociation commerciale sur les avantages et sur les contreparties. Sur les avantages tarifaires, remise, ristourne et budget de service, et en face de contrepartie des engagements. Ça permettrait d'abord à l'industriel de faire varier son prix en cours d'année en fonction de ses contraintes ou de ses opportunités à l'amont, mais également dans un cadre concurrentiel fort, parce qu'aujourd'hui, finalement, la concurrence, elle a lieu une fois par an. Et elle est animée sinon par la promotion, mais pas par le prix, et de cession entre les industriels et la distribution. Et je pense que ça serait pro-concurrentiel, ça animerait la concurrence, puisqu'il y aurait la possibilité pour l'industriel de faire varier son tarif, moyennant un préavis de 3 mois d'anticipation, sous réserve d'être non discriminatoire, c'est-à-dire d'appliquer le même tarif au même moment à l'égard de tous ses clients. Et ainsi, on aurait finalement la possibilité pour l'industriel de permettre une revalorisation lorsqu'il y a besoin de l'amont agricole et de la valeur des produits agricoles qu'il achète. Ça permettrait aussi à l'industriel d'avoir une vraie politique de prix en fonction de la concurrence, et la concurrence elle est d'abord horizontale par rapport à ses propres concurrents. Et ça pourrait être très vertueux. C'est un mécanisme pro-concurrentiel qui renforce la concurrence. Alors, ce n'est pas du tout le retour à la loi Galan, hein, parce que la loi Galan, ce n'est pas du tout ça. C'était notamment basé sur un seuil de rente à perte qui est calculé autrement. Il n'y avait pas de sanctions, il n'y avait pas des pratiques abusives comme aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du tout un retour en arrière. C'est quelque chose qu'on n'a jamais tenté et qui, au fond, n'est pas si disruptif que ça. Parce que déjà, les industriels font leurs tarifs une fois par an. Et ils ne le font pas n'importe comment. Ils ne le font pas en passant des hausses de 20%. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que s'ils passent des hausses irrationnelles non nécessaires, leur concurrent ne va pas le faire. Et donc il n'y aura pas de gain de volume de leur part, il y aura plutôt des méventes et donc des pertes de parts de marché. Donc il y aura forcément une intelligence pragmatique et stratégique de la part des industriels. Et côté distribution, c'est parfaitement acceptable. Même si, évidemment, il y aura des postures de distributeurs qui ne voudront surtout pas subir la liberté inflationniste des industriels, mais je n'y crois pas, parce que, d'abord, l'acheteur, son principal sujet, c'est d'acheter mieux que son concurrent, c'est pas d'acheter pas cher. Et le deuxième sujet, d'ores et déjà, les grandes marques, elles pourraient faire n'importe quoi
en termes d'inflation une fois par an. Et donc, elles ne le font pas, parce qu'elles savent très bien qu'il n'y a pas d'intérêt stratégique. Enfin, tout ça pour dire que voilà, c'est une des propositions. Je pense qu'il faut, pour conclure, aborder cette réforme, peut-être avec pragmatisme, d'abord pour que les règles à l'aval entre les industries et la distribution permettent ce qui sera décidé à l'amont en termes d'amélioration du revenu agricole. Ça, c'est fondamental. Et deuxièmement, s'interroger sur trop de régulation, aller vers la simplification et probablement aller vers la responsabilité en face d'une liberté qu'on aura accordée. Voilà, c'est un peu les quelques principes.